Salut à vous, petites et grosses tentacules. Putain, est-ce que ça a commencé? Gna gna, démarrage. Pourquoi ça met pas de démarrage? Puis là, ça se trouve, ça va apparaître. Non, c'est bon. Hop, démarrage, ça a commencé. Salut à vous, petites et grosses tentacules. Nous accueillons JB. Coucou JB. Ouais, Et toujours là, la tarasque. ouais, non, mais tu te trompes de vidéo, la couchée, la jabasque. Donc, putain, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on est là pour parler des Seigneurs des Runes, c'est-à-dire effectivement de l'éveil du premier mais jusqu'à Pathfinder 2. Donc, c'est plus un truc sur l'aventure éditoriale et différentes incarnations de cette thématique sur Golarion dans les Pathfinder. Et C'est sur ce, ça. je te laisse la parole. Ok, alors bon, donc les Seigneurs des Runes, au moment où Paizo crée Pathfinder, ils lancent leur. Donc en fait, Paizo, c'était les éditeurs des magazines Donjons et Dragons. Donc il y avait un magazine Donjons et un magazine Dragons, qui étaient des magazines officiels Donjons et Dragons, comme leur nom l'indique, à l'époque de DD 3. Et il se trouve qu'à un moment, Wizard of the Coast a décidé d'arrêter les magazines Donjons et Dragons sous leur format papier habituel. Et Paizo, ils se sont retrouvés sans taf. Donc Paizo, ils ont décidé de faire leur propre gamme de suppléments pour DD3. À l'époque, Pathfinder, donc quand la marque Pathfinder arrive, ce n'est pas encore un jeu à part, c'est des campagnes pour DD3, DD 3.5 pour être précis. Et ça va rester comme ça pendant environ 2 ans. Et la toute première campagne qu'ils sortent, c'est Rise of the Rune Lords, qui est, là je vous présente l'édition anniversaire, qui est sortie 5 ans plus tard après la sortie d'origine, en un seul volume, mais à l'époque, elle était sortie en 3.5 sous le format de 6 petits livrets, donc des livrets un petit peu comme ça, qui représentaient une campagne complète, ce qu'ils appelaient un Adventure Pass, donc une campagne de... Chez BBE, ils avaient traduit ça une route vers l'aventure, enfin, voilà, une sorte de grande saga. Et pour moi, ça a été donc un coup d'essai. On ne peut pas dire ça parce que dans Donjons et Dragons, à l'époque des magazines, ils avaient déjà fait des grosses campagnes, dont certaines sont mythiques, comme, je vais y arriver, je ne la retrouverai pas évidemment, et je vais me ridiculiser devant la France entière, Savage Tide, voilà, donc, non, il l'a retrouvé, et Edge of Worms, voilà, et donc des campagnes mythiques, mais c'est là où il lançait le format Pathfinder qui allait connaître le succès que l'on sait, et pour donc ce coup d'essai sous le titre Pathfinder, pour moi c'est un coup de maître, parce que Rise of the Rune Lord, pour moi, c'est une des meilleures campagnes de Donjons et Dragons, toute édition confondue et tout jeu qui ne s'appelle pas Donjons et Dragons, mais est en fait Donjons et Dragons confondu. C'est une campagne qui joue sur les forces archétypales du jeu, donc à savoir vraiment des classiques. La toute première aventure, les joueurs sont face à des gobelins, et ensuite on va augmenter la taille de la menace. À un moment, en cœur d'aventure, ils vont affronter des géants, une armée de géants, et ils vont évidemment finir dans une cité perdue, maudite, dans un environnement extrême, c'est-à-dire tout en haut de la plus haute montagne du continent, dans un environnement d'un froid extrême, et ils vont aller affronter un archimage. Un archimage issu d'une ère oubliée, patati patata. Et cette campagne est donc déjà pour moi une réussite formelle, avec peut-être le petit bémol du 4e chapitre qui est un peu en dessous, mais tous les chapitres peuvent se jouer vraiment de façon très confortable, et ça mettait en place donc la mythologie des Rune Lords, les seigneurs des runes, et de cette région de Golarion particulière qui est la Varisie. J'en ai déjà parlé en long, en large et en travers sur Internet, donc je ne vais pas refaire un chien. Je ne vais pas refaire le cours dessus, mais ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, il y a cette idée des seigneurs des runes, donc en gros les anciens princes sorciers, on est sur des thématiques très Sword and Sorcery, hein, les anciens princes sorciers d'un empire antédéluvien, oui, au sens golarionesque du terme, donc d'avant la chute, la grande catastrophe, l'âge des ténèbres. Donc un empire antédéluvien, ces 7 rois sorciers ont fui la mort d'une manière ou d'une autre, ont décidé, au moment où leur empire s'effondrait, de se cacher pour revenir bien plus tard, on va dire quand les astres seront propices. Et Rise of the Rune Lord, c'est l'arrivée, le réveil du
premier d'entre eux qui se réveille, à savoir le seigneur des runes de l'avarice. Parce que chacun des 7 seigneurs sorciers, et je termine, est lié à un péché capital. Vas-y, maintenant, tu peux y aller. Oui, non, mais c'était juste sur le trope général. Non, oui, c'était cette figure. Donc bon, bah, je trouve que les jeux de rôle Medfan véhiculent bien les grosses figures légendaires. Enfin, c'est pas, enfin bon, j'arrête d'enfoncer les portes ouvertes. Tout ça pour dire qu'effectivement, ce côté civilisation perdue telle une Atlantide, à faire revenir les méchants de cette ère-là, bah, l'air de rien, ça n'a pas été si souvent fait que ça. Alors que c'est une grosse évidence, enfin, ça me semble être une grosse évidence. Moi, ma campagne Maison Bloodlust, c'est sur le retour des méchants en elfes. Enfin, Oui, mais et on l'a pas si souvent que ça, en fait. Euh, non, parce que généralement, et c'est pour ça que moi j'aime bien cette mythologie-là, parce que généralement, il y a cette espèce d'idée dans beaucoup de campagnes de Donjons et Dragons que passé un certain stade, doit y avoir un voyage planaire et que donc le grand méchant, c'est forcément une entité extraplanaire, tu vois, un prince démon ou un truc comme ça, alors que là, il y a vraiment le côté, c'est ce que dit d'ailleurs j'allais dire le showrunner, mais le directeur éditorial de Paizo dans la première édition de la campagne, l'édition 3.5, en disant, ce que je voulais, c'est que le méchant final, ce soit comme un PJ de haut niveau, tu vois. En gros, le méchant final, c'est le magicien de niveau 20 qui a dérapé, qui a sombré du côté obscur. Et c'est exactement ça, en fait, Rise of the Rune Lord, c'est qu'est-ce qui se passe quand les joueurs affrontent le parangon d'une des classes de PJ, mais méchant. Et donc, voilà, tu as cette idée des rois sorciers qui sont des mages de très très haut niveau et héritiers donc d'artefacts anciens, oubliés, avec leur magie qui n'a finalement plus d'équivalent dans le monde moderne dans lequel jouent les joueurs, donc avec des secrets magiques différents. Et ils avaient donc créé en plus cette architecture de type un peu panthéon, qui était de dire que chacun des 7 archimages était lié à une des écoles de magie de Donjons et Dragons, et que ça se traduisait par un lien à un péché capital. Donc, par exemple, Karzug, l'archimage de Rise of the Rune Lord, est le seigneur des runes de l'avarice, et est donc le maître de la transmutation. Ce qui est logique, c'est le bon vieux rêve de l'alchimiste de transformer le plomb en or, et donc ça allait avec l'idée effectivement de sublimer le monde physique pour faire des choses encore plus précieuses, toujours plus précieuses. Et donc ça, c'était assez intéressant. Il se trouve qu'ils ont fait un carton avec cette campagne, elle a très très bien marché, et en plus ils ont enchaîné parce que la campagne suivante, Curse of the Crimson Throne, est aussi bonne, donc ils ont vraiment enchaîné à la suite 2 bêtes de campagne, et c'est ça qui a mis Pathfinder sur les rails, si tu veux. C'est-à-dire que les fans de Donge aux États-Unis se sont dit, ok, maintenant c'est chez eux que les trucs cool se passent, c'est plus chez Wizard of the Coast. Ajoute à ça l'arrivée de DD4, et là ça a été le schisme. À ce moment-là, donc Paizo décide de cloner DD 3.5 pour pouvoir continuer à publier dessus. Ils appellent le jeu de rôle Pathfinder RPG, et c'est ce moment où donc Pathfinder RPG se retrouve contre DD4 et qui s'est traduit même pendant un moment. Je crois que ça a duré 6 mois ou 1 an, un tout petit moment où le jeu de rôle le plus joué au monde a été Pathfinder et pas DD. Donc voilà. Toujours est-il que 5 ans plus tard, ils L'élève a sortent. dépassé le maître. Voilà, pendant un très court temps, mais pendant un temps, Wizard s'est fait doubler par leur propre jeu, puisque c'est un clone de D3, hein, donc ils se sont fait doubler par leur propre jeu et par les mecs à qui ils ont retiré Donjons et Dragons. C'est comment se tirer une balle dans le pied de façon assez spectaculaire. Donc 5 ans plus tard, ils sortent la version anniversaire et ils sortent une nouvelle campagne liée au mythe des Seigneurs des Runes qui s'appelle Shat's Red Star, qui est donc, j'en ai sorti qu'un, j'ai pas sorti les 6, qui est donc l'étoile fracassée, et qui en fait parle ce fameux empire antédéluvien, avant d'être divisé en 7 parties pour les 7 rois, était dominé par un empereur. Et cet empereur était le créateur de la magie des runes, donc le mage ultime, le mage théoricien ultime. Et il avait créé un artefact spécifique qui était une étoile à 7 branches, qui était un espèce de disque, comme une auréole toujours derrière lui qui flottait, tu sais, et qui était le symbole physique de la magie des runes. Et il se trouve que, évidemment, les 7 princes sorciers assassinent l'empereur dans un meurtre à la Brutus assassinant César pour pouvoir saucissonner l'Empire en 7
en 7 royaumes. Et au moment où il est assassiné, son artefact, donc son étoile, le Siédron, l'étoile à 7 branches, est détruit évidemment en 7 parts. Et toute la campagne de Shattered Star, l'étoile fracassée, et donc c'est une campagne entièrement axée sur le dungeon crawl, donc c'est vraiment une campagne à l'ancienne, et axée sur les aventuriers qui cherchent à reconstituer cet artefact en allant chercher dans 5 donjons différents, mais il y a aussi d'autres péripéties, les morceaux séparés de l'artefact pour le reconstruire. Donc, ce n'est pas une très grande campagne, elle a des qualités, mais elle donne surtout beaucoup d'informations sur l'Empire, sur l'Empire d'avant la chute, il y a pas mal de choses. C'est la première fois qu'on a un portrait vraiment détaillé de chacun des 7 seigneurs des runes. Donc, pour les fans de cet univers-là, de la Varisie, de cette région de Golarion, il y a plein de choses intéressantes. Et là, on va faire une transition toute trouvée avec une vidéo que tu as faite il y a très peu de temps sur Lovecraft. C'est parce que dans Rise of the Runelord, on apprend que Karzug, notamment, a fait un traité d'alliance. Seigneur des ruines de l'avarice. Voilà. C'est ça, voilà. Je cherche pas quelque chose 10 secondes. Voilà, donc le premier a fait un traité d'alliance avec un monde éminemment Lovecraftien, puisqu'il a un traité d'alliance avec Leng, donc qui est dans les contrées du rêve, hein, si mes souvenirs sont bons, qui est un monde qui est décrit par Lovecraft dans le voyage de Kadat, non Je sais plus. C'est toi le spécialiste, mais toujours est-il que c'est dans celui-là de Shattered Star qu'on va avoir un gazetteer de Leng, c'est-à-dire un monde Lovecraftien traduit en termes Donjons et Dragons dans un article d'une 15aine de pages, extrêmement intéressant pour vraiment articuler. Parce que dans Pathfinder, le mythe de Cthulhu, le mythe Lovecraftien existe. C'est une défaction métaphysique importante de l'univers de Golarion. Et au moins un des seigneurs des runes avait ses entrées, on va dire, dans un royaume issu de l'imaginaire de Lovecraft. Donc voilà, ça c'est des petits détails qu'on a dans cette campagne. Alors moi, comme je l'avais dit, je l'avais acheté d'occasion, donc je l'avais eu à moitié prix. À moitié prix, j'ai estimé en avoir pour mon argent. Mais bon, il faut rappeler qu'une campagne Pathfinder, c'est 120 €, hein, 20 € par volume, 6 volumes. Si j'avais payé 120 balles, j'aurais été un petit peu énervé. Mais à 60 €, vraiment, j'ai adoré, ça me file plein d'infos, et c'est quelque chose que je vais garder. Et c'est là où on arrive au sujet un petit peu douloureux, c'est que bien des années plus tard, au moment où Paizo décide de clore Pathfinder première édition pour mettre en place le monde Pathfinder deuxième édition, ils décident de conclure comme ils ont commencé et de finir l'aventure des Seigneurs des Runes avec la campagne Le Retour des Seigneurs des Runes, Return of the Runelords. Ouais, vas-y. Ah oui, non, mais voilà, Return of the Runelord. Et avant que tu t'étales sur Return of the Runelord, il y a plein de trucs aussi pour aller à Return of the Runelord. Et oui, et c'est là où on va entrer dans ce qui pour moi est une catastrophe éditoriale. Je pèse mes mots. Alors je précise que BBE a traduit la campagne en français, mais c'était il y a longtemps. Je pense qu'ils en vendent plus des masses. Donc je pense pas que je vais ruiner leur chiffre d'affaires en disant ce que je vais dire. Mais voilà, pour moi, Return of the Runelord, c'est une plantade complète. Je vais expliquer pourquoi, mais parce qu'il y a un contexte éditorial global qui est compliqué. C'est-à-dire, la première chose, c'est qu'il faut savoir qu'en fait, là, ce que je vous ai décrit, les 3 campagnes, on pourrait se dire que c'est nécessaire et suffisant pour savoir ce qui se passe aux alentours de tout ce qui a trait à l'héritage des Seigneurs des Runes. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, dans sa gamme de produits, Paizo a sorti des romans, et donc le destin, en tout cas, la menace d'un des Seigneurs des Runes a été traitée dans un des romans. Donc, le Seigneur des Runes de la gourmandise, la glutonie en anglais, qui à mon avis est plus parlante que gourmandise en français. Donc, on va dire la voracité, côté je bouffe tout ce qui vient, et qui est donc le spécialiste de la nécromancie chez les Seigneurs des Runes. Donc, ce personnage-là apparaît dans un des romans. Il est donc traité dans une structure romanesque. Et à côté de ça, le Seigneur des Runes de la paresse, qui est donc le spécialiste de l'invocation, puisqu'évidemment, le principe de l'invocation, c'est que quelqu'un d'autre doit faire le boulot à ta place, donc ça colle bien toujours avec la paresse. Lui, son destin, alors lui, ça a été définitif, il s'est réveillé, il a été tué dans ce qu'on appelle l'Adventures League, enfin l'équivalent pour Pathfinder. Adventure League, c'est DD, mais qui sont en gros
les campagnes organisées aux États-Unis en boutique. Donc en gros, ce sont des suppléments PDF qui sont vendus pour que les boutiques puissent organiser des nuits de jeux en boutique. Donc c'est un format qui est très particulier. Et il se trouve que ce qui se passe pendant ces campagnes organisées en boutique est considéré comme canon, c'est-à-dire comme faisant partie de l'historique de Golarion. Donc au moment où commence Return of the Rune Lord, où on se dit qu'on va enfin pouvoir se friter le seigneur des... je vais le trouver parce qu'il est sur une des illustrations, le seigneur des runes de la paresse, là, avec son style. Voilà, les joueurs se disent on va enfin pouvoir affronter les 6 qui restent. Eh ben non, les mecs, désolé, lui il est mort, il a été tué par les joueurs américains. Donc déjà, moi, conceptuellement, j'aime pas du tout ce concept. Enfin voilà, j'aime pas du tout cette idée que tu pourras pas le jouer. C'est 7 personnages, c'est des ennemis pour mes PJ à moi. Donc il faut qu'on me fournisse le matos pour qu'ils puissent être affrontés par mes PJ à moi. Et j'aime pas l'idée que quand j'achète ma superbe campagne en papier glacé, on me dise bah non, machin, il est mort. Ouais, il y en a déjà 2 où ça a été réglé ailleurs par. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est pour moi le premier problème éditorialement. Et ensuite, il y a un autre truc qui est, en fait, ils ont voulu, comme c'était la fin de Pathfinder 1, ils ont voulu tout régler en un seul coup. Donc le principe, c'est que cette idée, cette menace immanente qui planait depuis le début de l'édition, à savoir les seigneurs des runes sont en train de se réveiller et ça va chier, ils ont voulu en une seule campagne, donc Return of the Rune Lord, les 6 bouquins, en une seule campagne, que tout soit réglé, en gros, du passé faisons table rase, pour qu'il y ait une situation géopolitique complètement différente au moment où ils allaient représenter le monde pour Pathfinder 2. Et donc, moralité, c'est une campagne plus directrice, tu meurs. C'est-à-dire que vraiment, les joueurs se présentent pas, il se passera la même chose. Les joueurs sont tous endormis en coma éthylique autour de la table, il se passera la même chose. Et ce qu'il faut bien comprendre en plus, c'est que ça s'ajoute à un choix éditorial qui a été fait par James Jacob, qui est toujours la même, celui dont je parlais au début, qui est le directeur éditorial des aventures de Paizo, qui est de dire, et ça c'est pareil, c'est un choix qui est complètement ahurissant, un des seigneurs des runes va vouloir se racheter, donc va devenir gentil, il n'y a pas d'autre mot, en tout cas beaucoup, beaucoup moins méchant, et à la fin de la campagne, c'est lui qui gagne, quoi que fassent les PJ. C'est-à-dire qu'au moment où le monde, la Varisie est décrite dans Pathfinder 2, le survivant des seigneurs des runes est roi. Voilà, les joueurs n'ont pas voix au chapitre, c'est ce qui est décidé officiellement par en gros, le mec qui a écrit le truc là-bas dans son coin, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce personnage-là, donc ce seigneur des runes, devenu gentil par magie, on ne sait pas comment il est devenu gentil, dans toute l'histoire que tu avais en filigrane, dans tous les suppléments, on te la décrivait, parce que c'est une femme comme la pire de tous, c'est Sorchen qu'on voit là, qui est celle qui est sur le tome final. Péché de la luxure. La luxure, tout à fait, la spécialiste de l'enchantement, qui est décrit comme une Erzébeth Báthory, mais en pire, c'est-à-dire c'est Erzébeth Báthory plus Hitler, tu vois, tu mélanges, tu l'as. Bah, elle a décidé que finalement la méchanceté, ça menait pas très loin et qu'elle allait devenir cool, ok, super, c'est formidable, et à la fin, elle gagne. Quelque part, toi, ça a été au contraire un des... merde, je vais me planter. C'est cette campagne officielle de la 5e où justement tu as une grosse méchante qui retourne sa veste. Mais toi, c'est joué. Merde, je vais me planter dans les noms de campagne. Mais on a une campagne 5e où justement tu peux retourner un grand méchant démon. Mais toi, il y a au moins tu joues l'histoire. Et j'avais trouvé ça. Toi, dans le concept sympa, toi, qu'une méchante devienne gentille, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, oui, soit c'est expliqué par le background, soit c'est parce que justement vos PJ y étaient, puis ils ont. C'est eux qui sont le moteur de ça, où ils ont parti pris, où ils ont réussi à retourner le mal. Le thème est joli. Mais alors si c'est le thème du genre, boum, je te le balance, c'est comme ça. Avant, dans le background, elle était gentille, maintenant ça nous arrange. Avant, elle était méchante, maintenant ça nous arrange qu'elle est gentille. C'est un peu chiant. Surtout si à la fin, c'est maintenant tes PJ ne servent à rien, et de toute façon, c'est elle qui a gagné. En fait, c'est son aventure à elle, quoi. Sortez oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que, très clairement, James Jacob a fait ce que tous les rôlistes du monde détestent, à savoir le PJ du maître de jeu.
Bah lui, il a fait ça encore au niveau supérieur, c'est le PJ de l'éditeur en chef, du directeur éditorial de chez Paizo. Parce qu'en fait, elle se retrouve donc, les joueurs n'y sont pour rien, elle a fait son retournement toute seule comme une grande, elle a décidé que le mal c'était très vilain, et pendant toute l'aventure, c'est elle qui file les missions aux joueurs, et qui finissent par lui servir le truc sur un plateau, sachant qu'elle est 1000 fois plus puissante que les joueurs, parce que de toute façon, c'est un des magiciens les plus puissants de la planète. Et, voilà, et tu as cette espèce de truc où, en fait, tu as l'impression pendant toute la campagne d'être devant un fait accompli. Et moi, en tant que fan de la première heure de cet univers-là, devant une trahison du matériau d'origine. Si tu veux, tu as l'impression d'un univers, enfin, d'une région et d'un mythe qui avait un potentiel monstrueux et qui a été sabré pour pouvoir faire la transition vers la deuxième édition de Pathfinder et pour pouvoir repartir à zéro. Et tu as l'impression d'un truc qui est fait au forceps, j'ai envie de dire au marteau-pilon, sans véritable souci de gameplay. Alors, tout n'est pas acheté dans Return of the Runelord. Déjà, on va souligner les couvertures, ça fait cher la couve, 120 balles, mais les couvertures de la dessinatrice Ekaterina Bourmark, qui va être aux commandes aussi d'une des couvertures pour le futur Spelljammer DD5, qui est une dessinatrice, c'est une tuerie ce qu'elle fait, et elle a représenté chacun des 6 Runelord restants sur chacun des 6 volumes de Return of the Runelord. Honnêtement, si vous avez un truc à acheter de la campagne, c'est le portfolio avec les 6 couves, parce que c'est un boulot de fou. Il y a toujours des passages un petit peu intéressants, tel donjon, tel monstre. Vas-y. Non, rien, je disais 5, 5. On en a 6 qui sont représentés, mais il n'y en a que 5 de dispo dans la campagne. Alors, c'est plus vicieux que ça, parce que, justement, en gros, ce que je trouve marrant, parce qu'il y a un côté dérisoire, comme effectivement, lui, donc, le Seigneur des Runes de la Paresse, il est mort, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le volume qui lui est consacré, c'est un volume où les joueurs sont censés empêcher sa résurrection par ses fidèles. Tu vois ? Ce qui n'est pas complètement inintéressant, mais disons que c'est un petit peu anticlimatique. Tu vois, c'est-à-dire que tu as un peu un côté, d'autres aventuriers ont fait le taf, on veut juste s'assurer de ne pas avoir à le refaire. Alors que pour moi, il y avait vraiment une dynamique par ailleurs, et alors même que je suis en train de baver, c'est un des volumes les plus intéressants de la campagne. Parce qu'il y a des intrigues urbaines, en fait, pour le contrôle de parchemins de résurrection. Enfin, c'est assez rigolo. Le volume et l'aventure est sympa en soi, mais son thème de fond dans l'incrustation de l'histoire qui est racontée est plus faible, quoi. Bah, disons que pour moi, il y avait moyen de faire tellement autrement. Tu vois, par exemple, faire une structure un peu modulaire, c'est-à-dire faire vraiment ce qu'on retrouve dans certains vieux modules, c'est-à-dire laisser la possibilité aux joueurs de jouer telle faction de Seigneur des Runes contre telle autre, tu vois, parce qu'ils se détestent cordialement, les mecs, de toute manière. Donc, ils feront jamais un front uni, les Seigneurs des Runes. Donc, tu vois, de s'allier temporairement avec un pour essayer d'en abattre un autre. Il y avait possibilité, tu vois, de créer toute une dynamique et surtout de ne pas faire une fin à ce point figé, c'est-à-dire à la limite, si un Seigneur des Runes doit monter sur le trône après avoir une rédemption, ce que tu disais, il faudrait que ce soit les PJ qui choisissent lequel. Tu vois, ce qui paraîtrait assez logique. Et à la limite, tu peux trouver une structure flexible ensuite en deuxième édition en disant que le roi de Varizy, en deuxième édition, tu l'appelles le Seigneur des Runes, sans préciser lequel c'est, tu vois. Même, ça serait pas la première fois qu'on propose une campagne libre, mais qui a une fin officielle type pour la continuation de la game. Enfin, toi, genre à ta table, ben voilà, c'est machin qui a gagné. Il n'empêche que tu joues à Pathfinder 2, vous prenez de nouveaux persos. Bah, dans ce Pathfinder-là, c'est un autre qui a gagné. Enfin, ça me traumatiserait pas. C'est un truc qui a été fait 100 000 fois dans plein de jeux, quoi. Bien sûr, mais là, il y a deux aspects. C'est-à-dire que du fait de sa puissance, Sorchen, les PJ ne peuvent rien faire contre elle. C'est-à-dire qu'en gros, elle va gagner, tu ne peux pas y faire grand-chose. Et deuxièmement, en plus, elle a cette figure de fileur de mission. Tu sais, c'est elle qui file les missions pendant tout le truc. Et bien sûr, parce que comme donc ils sont très pressés de faire mourir tous les seigneurs des runes dans la campagne, même ceux que les PJ ne devraient pas pouvoir affronter, ils trouvent une astuce scénaristique pour qu'ils puissent mourir. Par exemple, le plus puissant de tous les seigneurs des runes,
le plus puissant des 7, le primus inter pares. C'est lui, c'est Xandergul, c'est le seigneur de l'orgueil, forcément. C'est lui le meilleur. C'est le plus puissant mage de Golarion, le plus puissant. Même le Sauron de Golarion, la Tarbafon, la mégaliche de Golarion est en dessous. C'est lui, c'est le prédateur magique alpha du setting. C'est un dieu mineur, tu vois, c'est pour te dire le niveau du bonhomme. Donc voilà. Donc moralité, ils partent du principe que il faut qu'ils meurent quand même, tu vois. Donc ils vont pas en faire un affrontement mythique pour les persos, tu vois. À la limite, on parlait off de cette campagne mythique pour Pathfinder, c'était la colère des justes, non, je sais plus, c'est ça. Ou justement, ce serait une bonne occasion d'offrir un défi mythique à des persos, c'est d'affronter celui-là, parce que lui, il justifie complètement son truc mythique. Bah non, ce qu'on te propose, c'est qu'en fait, un autre seigneur des runes a réussi à l'assassiner. Bloom. Donc il est mort j'ai envie de dire off-screen, tué par un autre. Donc un PNJ tue un autre PNJ. Comme quand même c'est un bon magicien, il arrive à revivre, mais il revit très 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 diminué, tu vois, de manière à ce que les PJ puissent lui marcher sur la gueule. Donc très diminué. Il devient un peu un tocard, quoi, un méchant de moitié de campagne, et tellement diminué qu'il peut même pas quitter son donjon, pour être sûr qu'il puisse pas s'enfuir, si tu veux. Donc en gros, il est dans une forme diminuée, tout en bas du donjon, à attendre que les MJ viennent le poutrer. Et en plus, alors que voilà, les PJ. Et en plus, il était présenté dans les suppléments précédents comme un très fin diplomate, tu vois. Le mec, c'est le Seigneur des runes de l'orgueil, sa spécialité, c'est l'illusion. Tu vois. Donc un très fin diplomate, bah non, en plus c'est un sale con. Tu vois, maintenant c'est devenu un sale con, de manière à s'assurer que les PJ ne voudront pas s'allier avec, mais vont bien lui marcher sur la gueule. Et si à un moment, c'est écrit noir sur blanc, hein, noir sur blanc dans le truc, si à un moment les PJ veulent quand même négocier, bah tant pis, il les attaque. Tu vois, parce qu'il est vénère. Je veux mourir. Voilà. Et tu te dis, mais merde, tu vois. Et c'est comme ça tout le temps. Le Seigneur des Runes, donc de la gourmandise, qui est une liche, qui est donc le spécialiste de la nécromancie, son phylactère, ces 3 livres maudits, dont on entend parler depuis le tout début de l'aventure Pathfinder, ces 3 ouvrages nécromantiques interdits, qui créent un petit peu une dynamique à la 9e porte, tu sais, l'adaptation d'Arturo Pérez Reverte, le bouquin s'appelle Le Club d'Uma, où en gros, ce qui est sous-entendu quand on te présente les artefacts, c'est que les joueurs vont essayer de retrouver les livres, les mettre ensemble pour pouvoir ensuite affronter ce Seigneur des Runes, machin. Mais ça n'arrange pas, ça ne tient pas dans un tout petit livret. Donc qu'est-ce qu'ils font? Elle, donc la gentille, maintenant Seigneur des Runes, elle explique aux PJ qu'ils n'ont besoin que d'un des 3 bouquins, et qu'une fois qu'ils l'auront retrouvé, elle va créer un rituel spécial qui permettra d'invoquer la liche sous une forme diminuée, bien sûr, et de la tuer. Bah putain, si c'était aussi facile, je comprends pas que, tu te dis, oh bah, c'est cool, hein, ils auraient dû le faire plus tôt, quoi. Et c'est comme ça tout le temps, pendant toute la campagne. C'est un carnage. Et bah voilà, tu vois, autant On je voit te tes disais petites veines que ça énerve. ça m'énerve, ça m'agace. Mais Donc tu alors, du vois, coup, pour essayer d'être positif, Seigneur des Runes, vous foutez la main sur le début et puis vous construisez la fin en allant taper dans l'immense background de Golarion qui vous intéresse. voilà, donc très clairement, moi, ce retour des Seigneurs des Runes, bah, je vais la revendre. Voilà, je suis tellement déçu que je vais la revendre. Je vais juste essayer de me faire un beau scan couleur des couvertures parce qu'elles sont superbes. Et Oh, c'est mal. je l'ai payé 120 balles cette campagne. Je fais ce que je veux. Et donc voilà, et c'est une grosse déception, et c'est vraiment pour moi un des plus beaux contextes de Donjons et Dragons qui se termine en cacahuète, en eau de boudin, et c'est à partir de là, alors je suis désolé, Ouais, ça va paraître... mais à cause du problème des calendriers éditoriaux. Oui, oui, Attends, on va pas se mentir, je pense. Pourquoi des gens qui savent décrire des très très bonnes campagnes font tout d'un coup un truc très bof, pas terrible? Bah, je sais pas, peut-être parce que le truc qu'aurait besoin d'avoir 5 ou 6 campagnes, il a fallu le faire tenir en un, en quoi. un, mais évidemment, mais c'est bien sûr, mais en même temps, personne leur mettait un putain de flingue sur la tempe, ils n'étaient pas obligés de régler le truc, tu vois, ils étaient pas obligés, personne les a forcés. Donc, ils ont décidé Ça de aurait leur... fait une très belle campagne d'introduction
À la deuxième édition, Ouais. oui. Oui, tu peux le voir comme ça. Mais d'un autre côté, c'est vraiment jeter le Non, bébé mais tu avec vois, l'eau du bain. comme ils avaient été intelligents pour INS, la campagne type Neil Gaiman, on en Ouais, parlait il n'y a pas longtemps, ouais, Fire and sur Ice. Fire and Ice, elle était prévue pour clore la troisième. Niveau des calendriers, c'est s'inscrit dedans, ils n'ont pas réussi. Ils l'ont gardé en super campagne d'ouverture de la quatrième. Et c'est con, mais voilà, éditorialement, c'est malin, se dire, bah non, là, on va se planter. Et plutôt que forcer le truc à sortir quelque chose de bof, bah, tu retravailles tout pour que ça soit sur la mouture d'après, que ça fasse le beau truc de la mouture d'après. Oui, je suis d'accord. Il y avait moyen de faire autrement. Je dis pas, enfin voilà, mais il y avait moyen de faire autrement. Et là, moi, j'ai vraiment une impression. Si je devais retenir un mot, c'est gâchis. C'est du gâchis. Voilà, c'est pas grave. J'ai aucun doute sur le fait qu'un jour, la première Rise, elle sera proposée par Paizo en adaptation cinquième édition. Ça, ils ont déjà commencé à tâter le terrain avec une autre de leurs campagnes mythiques, qui est Kingmaker, qui va être adapté en cinquième. Et je sais que Ouais, si mais là, du King. coup, tu seras obligé de revenir parce que Kingmaker, par contre, moi, enfin, on discutait de nos campagnes préférées. C'est voilà, là, on est d'accord, c'est Kingmaker. Tandis que moi, Rise, je l'aime bien, mais je suis plus la colère des justes parce que pour une fois, on peut se servir des règles mythiques et faire des trucs de bourrin. Pardon. Mais d'ailleurs, tiens, pour revenir sur la colère des justes, et ça permettra de faire une clôture rigolote, dans la colère des justes, il y a un seigneur des runes qui est en PNJ dans le tome 5 de la campagne, qui est enfermé aux enfers, qui est donc un des prisonniers d'un. Non, c'est dans l'abysse, donc il est prisonnier dans l'abysse, prisonnier d'un prince démon. Et c'est un personnage dans la colère des justes qui est éditorialement, qui est avant Return of the Ring Lords. Et c'est un personnage qui est très intéressant. C'est un chouette, c'est un chouette personnage. Et on t'explique qu'il est peut-être en train de trouver le moyen de s'évader. Tu vois? Tu dis ça, c'est intéressant, quoi. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Le mec qui revient des enfers, t'as enfin de l'abysse. Donc voilà. C'est un beau personnage. Il est stylé en plus. Vraiment, il est bien. Zéro mention. Rien. Que dalle. Tu ne sais pas ce qu'il advient. Et quand tu demandes sur le forum à James Jacob, et alors, oui, bah finalement, non, il reste en prison. Ah bah super. Génial, t'es content. On te fait un gros truc comme ça. C'est un beau perso. Tu t'attends dans Return of the Runelord à ce qu'il clôt aussi ce truc-là. Non, ils en font rien. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est gâchis. Encore une fois, gâchis. Je me tais, sinon on va repartir en boucle sur les débuts, c'est très très bien. Jouer au début et puis après inventer ce que vous voulez. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc du coup, hop, nous avons une jolie clôture. On vous reverra un de ces quatre pour Kingmaker et puis peut-être d'autres choses avant. Hein. Oui, oui, mais il y a plein de trucs, notamment il faudra que je fasse une vidéo suite sur ce que tu dis sur l'outre-terre, parce que moi aussi j'ai des choses à ajouter sur cette dynamique-là. Hein, vas-y, tease-nous. Non, mais me tease pas, voilà, je garde la surprise. Ça Voilà. marche. Je Bon, ne sais pas du tout. Salut les gens. bye bye. T'as vu, on a réussi à être synthétique.